Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Leadership Holistique. Aujourd'hui, on va aborder le sujet du job de rêve. Et est-ce que le job de rêve est vraiment la clé du bonheur? Généralement, le job de rêve, il est perçu comme un travail idéal de ce qu'on aime faire dans les parfaites conditions. On a un bon salaire, on a de la flexibilité, on a de la reconnaissance. Il représente surtout un mélange d'accomplissement personnel, de passion, de statut social, de sécurité. Et le succès est souvent représenté comme l'atteinte d'une carrière parfaite. Sur les réseaux sociaux, on voit ces influenceurs, entrepreneurs ou artistes dépeindre une vie où ils vivent pleinement leur passion. Et dans de nombreuses sociétés, dans la culture générale, réussir sa vie est associé à une carrière remarquable. Une carrière qui offre un statut social élevé et des opportunités prestigieuses. Et puis, beaucoup de personnes associent leur identité à leur travail. Quand on te demande, «Qui es-tu?», souvent tu te présentes comme ingénieur physicien. C'est ce que je fais, hein, souvent, hein. Et donc ça associe le fait que le job, le travail, heu, ça fait partie de ton identité. Alors, c'est une vision qui est trompeuse parce que, il y a un risque évidemment de déception. Tout le monde n'atteint pas son job de rêve, si tant est que des personnes ont tous un job de rêve. Et puis, on se rend compte que parfois, le stress, la surcharge de travail, la perte d'intérêt, avec l'évolution de la vie, hein, personnelle, ça va créer de l'insatisfaction et de la frustration. Et le bonheur ne dépend pas uniquement de la carrière. Il y a eu de nombreuses études qui démontrent que, d'autres éléments bien plus importants, les relations sociales, la santé, l'équilibre, vie personnelle et vie professionnelle, ça joue un rôle fondamental dans le bien-être, et des fois, parfois négligé au détriment d'une carrière professionnelle «épanouissante», entre guillemets, en tout cas enrichissante. Donc le concept de job de rêve, il est flou, il est construit sur des attentes irréalistes qui peuvent ne jamais se réaliser. Et se lancer dans une quête de job de rêve peut mener à une pression constante pour être heureux au travail, ce qui amplifie la frustration si le travail ne répond pas à toutes les attentes. Voilà. Bonjour, je suis Christophe Rousseau, ingénieur physicien, coach, artiste, podcasteur, écrivain et apprenti druide. Et je viens de me présenter avec toutes mes jobs. Alors, je ne parle pas de oui, je suis père de famille, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants, ou euh, d'autres hobbies que je pourrais avoir. Bon, c'est vrai que quand je parle de podcasteur, de druide, tout ça ça fait partie de toutes mes passions, hein. Donc, vous vous rendez compte que quand je me présente, je m'arrête pas à juste ingénieur physicien. Euh, Parce que longtemps, c'est comme ça que je me suis présenté, c'était même ingénieur, tout court. Et ou responsable qualité, enfin bref, le travail que je fais sur le moment, en fonction de la période de ma vie professionnelle. Et vous vous rendez bien compte que c'est pas que ça. Pour ceux qui me suivent, vous connaissez évidemment le concept d'ikigai. Donc ici, on va parler peut-être de la genèse de l'ikigai, ce qui est un peu sous-jacent à l'ikigai et qui permet peut-être de démystifier l'idée que le job de rêve est peut-être pas si, comment dire, la réalisation de soi comme on pourrait le croire. Alors on y va, c'est parti. On va discuter de job de rêve. Alors d'abord, commençons par se poser la question, mais ça vient d'où cette idée, ce mythe du job de rêve? Pourquoi tant de gens pensent, aspirent à un job de rêve? Qu'est-ce qui nourrit cette quête? Alors évidemment, là, dans notre société actuelle, dans les réseaux sociaux, hein, on voit Instagram, LinkedIn, YouTube, il y a plein d'histoires de réussite où le travail idéal est souvent présenté comme la source épanouissante d'épanouissement total, pardon. Les influenceurs partagent les images d'une vie de digital nomade, c'est-à-dire qu'ils sont, voilà, tout le temps en train de voyager, la liberté géographique, la flexibilité des horaires, ça renforce l'idée d'un travail déconnecté des contraintes habituelles du travail de 8 heures à 16 heures ou de 9 heures à 17 heures. Et les créateurs de contenu, montrent tous ces avantages perçus de leur travail, avec des collaborations, des rencontres, la liberté créative. Et peu d'entre eux montrent le côté, moins glamour, qui et d'ailleurs beaucoup d'entre eux,
qui finissent par faire des burn-out, hein. Le burn-out du youtubeur ou du créateur de contenu, ça c'est un phénomène très connu maintenant. Parce qu'il y a énormément de pression pour produire du contenu, la recherche du like ou de la vue ou de l'écoute, sont souvent des gens qui sont isolés, qui sont dépendants de leur audience et donc tout ça finit par, heu, mettre une pression insurmontable pour eux. Donc c'est pas si beau que ça pourrait en avoir l'être. Évidemment, on a cette pression sociale et la culture de la performance. La réussite professionnelle est souvent vue comme un marqueur de valeur personnelle. La pression sociale pousse beaucoup de personnes à rechercher une carrière qui impressionne et qui inspire. Puis on veut montrer, on est vraiment dans cette société maintenant où on veut montrer, la réussite. C'est rare de poster sur ses réseaux sociaux, la tête du matin où on n'est pas en forme, on est triste, on n'a pas envie d'aller travailler et cetera et cetera. En général, on préfère poster les photos de cartes postales de ses vacances. L'idée d'avoir un travail prestigieux ou unique est perçue comme un indicateur de succès, amenant, de nombreux individus à vouloir sortir du lot avec un métier qui suscite l'admiration et puis maintenant on est à la mode des nouveaux métiers. Les attentes de la société moderne valorisent des carrières innovantes et flexibles et ça renforce le rejet des métiers plus traditionnels et routiniers. Voilà, enfin, je veux dire, ça fait pas rêver, l'ouvrier, le matin qui va au travail, le collaborateur, l'opérateur qui va au travail tous les jours ou tous les soirs ou toutes les nuits, hein, parce qu'il y a toute cette partie de travail, de contraintes horaires et on a évidemment, ce sont c'est pas des jobs qui font rêver et pourtant c'est la plupart des gens font ce type de travail, hein. Les créateurs de contenu ou les digital nomades, il y en a pas tant que ça finalement, hein, proportionnellement à la population. Le digital nomade, moi longtemps, ça a été mon rêve, puis je me rends compte maintenant, peut-être avec «l'âge», entre guillemets et en tout cas, le le besoin un peu d'avoir des périodes un peu de stabilité, le digital nomade est souvent perçu comme le summum de la liberté, et c'est une carrière qui est montrée comme la solution idéale pour allier travail et voyage, mais c'est souvent des gens qui sont dans la précarité financière et puis qui ont le problème qui sont en manque de stabilité, donc c'est pas si enviable qu'on pourrait le croire. Heu, maintenant, j'avoue que la notion de pouvoir voyager quand on veut, ce qui est différent finalement, hein. Le digital nomade, il a pas de lieu de vie. Il bouge tout le temps. L'idée de pouvoir voyager, d'avoir un point d'attache, d'avoir son chez soi finalement, mais de pouvoir voyager régulièrement et de travailler en voyageant, ça c'est un peu, voilà, c'est un digital nomade, on va dire un peu moi qui me conviendrait plus. On a les créateurs de contenu, donc tous ces fameux youtubeurs, influenceurs et cetera. Ce sont des métiers qui semblent permettre une vie très créative et lucrative. C'est également synonyme de compétition intense, d'incertitude sur les revenus, de pression pour constamment produire du contenu exigeant. Surtout quand on crée du contenu, ce qu'on appelle le pas evergreen. Le evergreen, c'est-à-dire qu'on crée du contenu qui est intemporel, qui n'est pas, lié à la mode. Puis les influenceurs, eux, sont beaucoup dans le contenu, lié au moment et donc, je sais pas, je prends l'exemple des créateurs de contenu autour des IA. Il y a tellement d'évolutions. Alors il y a plein de contenus à faire, c'est sûr, mais il y a tellement de changements tout le temps, tout le temps, tout le temps qu'ils veulent être les premiers à annoncer ces changements et du coup, ils se mettent une pression énorme et il y a énormément de créateurs de contenu autour des IA qui font des burn-out, par exemple. Hem, les entrepreneurs et les freelances sont vus comme des modèles d'indépendance. Ils sont idéalisés pour leur liberté de décision et leur capacité à se construire un travail sur mesure. Mais évidemment, on a aussi la contrepartie qui est le stress, financier, puis l'instabilité professionnelle. Et évidemment, on a des grandes figures, hein, des exemples comme Elon Musk, Gary Vaynerchuk, Oprah Winfrey, qui représentent des exemples de réussite, à travers le prisme d'une carrière unique et d'une passion sans faille, nous incitant, nous, les individus, à inspirer des parcours hors du commun. Mais on n'est pas tous, Elon Musk ou Oprah Winfrey, c'est une évidence. Par contre, ce sont des personnes qui peuvent nous inspirer. Et puis, on a des histoires, de succès, éclairs, ce que j'appelle éclairs, hein, des startups qui explosent, qui deviennent millionnaires du jour au lendemain, voilà, qui fonctionnent et qui amplifient l'idée que l'accomplissement personnel passe par la réalisation d'un travail parfait et excitant. Puis, en fin de compte, ces influences culturelles et sociales, ça force les individus à percevoir le métier comme, une extension de leur identité et de leur bonheur en négligeant, la réalité que chaque carrière et les autres aspects essentiels de la vie parce que la vie, c'est pas juste le travail. Hem en Je rappelle le travail, hein, ça vient du latin torture, juste. Donc voilà, je pose le contexte.
Alors alors on va se poser cette question maintenant dans cette partie de l'épisode. Est-ce que le job de rêve garantit le bonheur? Parce que finalement, c'est ça l'idée derrière. Est-ce que si on atteint un job de rêve, si on a enfin le job de rêve, est-ce qu'on va être heureux? Il y a de nombreux entrepreneurs et créateurs comme on parlait de Gary Vaynerchuk, hein, qui partagent leur expérience d'une carrière passionnée mais qui reconnaissent quand même que cette quête peut engendrer une pression intense. Vaynerchuk, il mentionne souvent l'importance d'aimer ce qu'on fait, mais rappelle que cette passion ne protège pas du stress au quotidien et de l'épuisement. Il dit par exemple: «La passion pour son travail peut vous donner de l'énergie, mais elle ne vous immunise pas contre le stress ni le burn-out». Ça, c'est super important. Donc la course pour atteindre et maintenir le job de rêve exige souvent des sacrifices importants, avec des horaires intensifs et une pression constante pour maintenir le succès et l'innovation. Donc c'est pas tant la belle vie que ça finalement. Parlons du burn-out chez les entrepreneurs de la Silicon Valley. Dans un sondage mené par Blint en 2021, 68% des travailleurs de la Silicon Valley ont déclaré ressentir du burn-out, attribué à des horaires exigeants, à la pression de la performance et aux attentes élevées des employeurs. 73% des entrepreneurs ressentent régulièrement des niveaux élevés de stress et d'épuisement professionnel, selon une étude de Harvard Business Review. Et beaucoup poursuivent leur job de rêve dans des startups ou des entreprises innovantes, mais les attentes intenses et le rythme de travail souvent inhumain peut entraîner un épuisement mental et physique. Ça démontre bien que ces jobs soi-disant de rêve sont pas si, comment dire, voilà, enrichissants que ça. En tout cas, enrichissants financièrement sûrement, mais pour la vie, c'est un peu différent. Des exemples, il y a des personnalités influentes comme Evan Williams, qui est le cofondateur de Twitter, de Travis Kalanick, l'ex-PDG de Uber, qui ont partagé leurs propres expériences de burn-out. La pression pour innover, répondre aux attentes des investisseurs, a conduit de nombreux leaders de la Silicon Valley à remettre en question leur engagement face à l'impact sur la santé. Donc on a plein d'exemples d'entrepreneurs qui témoignent d'un épuisement dû aux attentes continues de croissance et de succès, montrant que le job de rêve peut mener à une surcharge émotionnelle. Donc, je dis pas que, heu, c'est pas une bonne idée de créer, quelque chose de nouveau qui va vous permettre d'avoir un impact sur le monde et cetera. C'est juste que derrière, il y a une grosse gestion émotionnelle, beaucoup de recul à prendre pour être capable de gérer cette pression qui peut vous tomber dessus suite au succès de votre entreprise, par exemple. Alors, je partage avec vous heu un outil d'auto-évaluation régulière du bien-être. Alors l'idée, c'est de prendre un journal, hein, je suis fan du journaling. L'auto-évaluation par le journaling, ça permet de suivre l'évolution de la satisfaction au travail et des émotions ressenties. Donc chaque semaine, tu prends 5 minutes pour noter tes aspects du travail qui t'apportent de la satisfaction et ceux qui te causent du stress. Puis tu observes comme ça les tendances pour voir si la satisfaction générale augmente ou elle diminue. Puis tu notes dans ton cahier. Puis tu peux noter, par exemple, sur une échelle de 1 à 10, ton niveau de satisfaction générale. Donc c'est un truc qui prend vraiment peu de temps, hein. C'est voilà, j'ai fait ma semaine, ça peut être le vendredi soir ou le samedi matin ou même le dimanche, hein, peu importe. J'ai fait ma semaine sur une échelle de 1 à 10, comment je l'ai vécu cette semaine? Au niveau du travail, hein, j'entends. Comment je l'ai vécu? Est-ce que je l'ai vraiment bien vécu? Est-ce que c'était super, c'était du 8? Ou est-ce que ça a été une semaine difficile, puis c'était du 3? Et puis on note quelques explications du pourquoi, du comment. Et ça permet de voir l'évolution chaque semaine, parce qu'on oublie vite, en fait. Et si vous êtes comme moi j'oublie très vite les choses négatives et je garde que les choses positives. C'est mon côté optimiste. Et puis d'autres, c'est l'inverse. Et puis du coup, si on fait le bilan à la fin de l'année, on a probablement oublié, les 3/4 des choses, difficiles, ou des choses positives, hein, dans les 2 sens, hem, de l'année. Donc c'est bien, je les noter dans un journal, c'est vraiment quelque chose de facile, ça prend pas beaucoup de temps. Maintenant, la question que je vais vous poser, c'est: est-ce que le bonheur au travail dépend vraiment de la passion? Est-ce qu'on a besoin d'être passionné dans son travail pour être heureux? Hein, je vous rappelle que la passion, c'est quand même un des 4 piliers de l'ikigai. S'il est là, c'est pour une bonne raison. Heu, une étude réalisée par Harvard Business Review en 2019 a révélé que 94 des professionnels ayant un bon équilibre travail-vie personnelle se sentent plus heureux dans leur poste. Donc ça, c'est un élément intéressant. Donc le déséquilibre entre travail et vie personnelle, c'est un facteur de stress et de burn-out pour 61% des travailleurs,
selon l'American Institute of Stress. Donc ça, c'est un élément que je trouve intéressant à partager. La recherche, au niveau de l'autonomie, par exemple, la recherche de Deci et Ryan sur la motivation montre que l'autonomie au travail augmente la motivation et le bien-être de 84% des employés qui se sentent autonomes au travail déclarent être plus satisfaits et motivés. Moi, ça c'est vraiment un élément important pour moi, l'autonomie. Le micromanagement, je trouve qu'il y a rien de pire. Pour l'avoir vécu et subi quelquefois, c'est vraiment terrible. Hem Et puis un environnement de travail flexible où on peut prendre des décisions, s'organiser, organiser ses horaires, organiser son travail comme on l'entend par rapport à cet équilibre justement vie pro, vie perso, ça contribue à la satisfaction à long terme. Donc ces entreprises qui continuent de penser, par exemple, que, je vais pas faire de télétravail parce que j'ai pas confiance dans le fait que mes collaborateurs, quand ils sont chez eux, ils vont bien travailler, ils sont vraiment à côté de la plaque. C'est une catastrophe de encore penser comme ça maintenant. J'ai discuté avec une amie récemment qui me disait: «Moi, j'ai pas le droit de faire on fait pas de télétravail chez nous, parce que, notre patron, hein, l'entreprise, pense qu'on est moins efficace à la maison qu'au travail», ce qui est complètement absurde. L'environnement social et physique joue un rôle important. Une enquête de Gallup a constaté que 75% des employés qui s'entendent bien avec leurs collègues se disent plus satisfaits de leur travail. Donc, la possibilité de travailler dans un environnement sain, collaboratif et respectueux est super importante pour le bonheur au travail. On va prendre un exemple concret, le modèle de Cal Newport dans So Good They Can't Ignore You. Alors, Cal Newport a écrit un livre qui s'appelle So Good They Can't Ignore You. Il remet en question l'idée que la passion est la clé du succès au travail. Il soutient que le développement de compétences et l'excellence dans son domaine crée un bonheur plus durable et satisfaisant. L'importance de la compétence, selon Newport, il explique que devenir compétent et gagner en maîtrise dans son métier génère souvent un sentiment de satisfaction plus profond et de contrôle de ce qu'il appelle le capital de carrière. Et des recherches confirment cette idée. Une étude du MIT montre que 78% des travailleurs sont plus satisfaits de leur travail lorsqu'ils se sentent compétents et valorisés dans leurs compétences. Par exemple, je te donne un autre outil, que j'appelle la méthode des cercles de compétences. L'idée de l'outil, c'est d'identifier ce qui peut offrir une satisfaction durable en se basant sur les compétences et l'appréciation personnelle. Alors, comment ça se passe? Liste tout ce que tu aimes faire. Donc résoudre tes problèmes, écrire, organiser des projets, enfin toutes les choses que tu aimes faire dans le cadre professionnel. Liste tout ce que tu fais bien. Je sais pas, par exemple, l'analyse de données, la communication, la créativité, peu importe. Donc et cherche les points d'intersection entre ces 2 listes. Des tâches que tu aimes et des tâches pour lesquelles tu es doué, hein. On est dans les 2 premiers cercles de l'ikigai là et cette intersection va permettre d'identifier des compétences qui non seulement t'apportent satisfaction, mais aussi, heu, peuvent être valorisées dans un rôle durable et épanouissement. Et l'avantage de cette approche centrée sur les compétences et les intérêts la notion de choses qu'on aime faire, ça va aider à se concentrer sur des domaines où on peut atteindre un équilibre entre plaisir et efficacité, tout en maintenant un bonheur plus stable au travail. Alors maintenant, j'aimerais te poser la question, si le job de rêve n'est pas la clé du bonheur, comment peut-on redéfinir cette idée pour être plus heureux dans sa carrière? Repenser le job de rêve comme un travail aligné sur les valeurs personnelles et les objectifs de vie. C'est ça la clé. Les études montrent que les employés qui sentent que leur travail est en accord avec leurs valeurs personnelles sont plus heureux et plus engagés. Dans une étude de Deloitte, 73% des personnes dont les valeurs personnelles sont alignées avec leur travail se disent plus satisfaites. Un rapport de LinkedIn de 2020 indique que 87% des millennials et 75% de la génération X préfèrent un emploi qui fait sens à leurs yeux plutôt qu'un travail uniquement lucratif. Alors, au-delà des apparences et des titres, le statut social, évidemment, ça semble attrayant, mais les recherches montrent quand même que les titres élevés ne sont pas toujours synonymes de satisfaction. Il y a cette enquête de Gallup qui révèle que les personnes dans des rôles axés sur des valeurs de contribution ont 20% de plus de satisfaction que celles uniquement attirées par des titres prestigieux. Donc la notion de valeur et donc du coup de sens, de contribution, au monde,
et contribution pour soi surtout, c'est vraiment une idée fondatrice, de l'ikigai et qui permet d'identifier plus facilement un job, le fameux job de rêve, en tout cas quelque chose qui va être épanouissement sur la durée. Je prends un exemple concret. Daniel Pink. Daniel Pink, dans son livre Drive, il met en avant 3 éléments essentiels pour une motivation durable et un bonheur, à long terme au travail. Le premier, c'est l'autonomie, le besoin de contrôler sa vie et son travail. Pink montre que les employés autonomes sont 50 plus motivés à fournir un travail de qualité. Le deuxième, c'est la maîtrise, le désir de s'améliorer, d'acquérir de nouvelles compétences. Pink souligne que les personnes qui se sentent compétentes dans leur travail ont 33 de satisfaction en plus. Et le troisième, c'est le sens, l'envie de contribuer à quelque chose de plus grand que soi. Les études montrent que les employés motivés par le sens et leur travail sont 64 moins susceptibles de quitter leur emploi. Donc pour conclure, sur Pink, la passion ne doit pas être la seule boussole, mais l'autonomie, la maîtrise et le sens sont les fondements d'une carrière épanouissante. Ça, c'est super intéressant. Je trouve très complémentaire, évidemment au concept d'ikigai. Alors, je te propose un autre exercice, l'exercice d'alignement des valeurs. L'idée, c'est de t'aider à évaluer si ton travail actuel correspond, à tes valeurs personnelles, ce qui peut être évidemment plus gratifiant pour poursuivre ton job de rêve. Alors comment on fait? Premièrement, liste tes valeurs principales. L'autonomie, la créativité, la sécurité, le service aux autres, voilà, toutes ces valeurs qui te semblent pertinentes par rapport à toi. Évalue ton travail actuel, ça c'est l'étape numéro 2, en fonction de ces valeurs. Pose-toi la question: «Mon travail actuel soutient-il ces valeurs?» Tu le fais valeur par valeur, hein. Par exemple, si l'autonomie est essentielle pour toi, évalue si tu as suffisamment de liberté pour gérer ton temps et tes tâches. Et puis tu identifies les écarts entre ces 2 notions. Si certaines valeurs sont peu présentes dans ton travail actuel, ben, pose-toi la question de comment j'intègre mes valeurs dans ce travail ou l'inverse, ou comment je fais évoluer ma carrière professionnelle pour que, heu mon job se rapproche du plus en plus de mes valeurs intrinsèques. C'est super important d'être aligné avec ses valeurs. Je prends un exemple, hein. Oui, Il y a quelques années, je travaillais dans un groupe, en Suisse, sécurité informatique où moi j'étais, directeur de production de cartes à puce. Heu, Très bon salaire et pendant longtemps, je me suis dit: «Ben, c'est le salaire qui fait que, ça m'a attiré dans cette entreprise» et j'ai pas du tout regardé, la question des valeurs de l'entreprise et il y a vraiment un moment où il y a eu un gros désalignement entre mes valeurs et les valeurs de l'entreprise et je porte pas de jugement, hein, je dis pas que j'ai raison ou qu'ils ont tort et j'ai fini par me faire licencier. J'ai pas été capable de me dire: «Christophe, il faut que tu partes d'ici, tu es pas bien». Heu, pour plein de raisons, mais une des raisons principales, c'est que les valeurs de l'entreprise et les tiennes ne sont pas du tout, du tout alignées. Et il a fallu que c'est l'entreprise décide de me licencier, ce qui était évidemment un cadeau, pour que je me rende compte que vraiment on n'avait pas du tout les mêmes valeurs. La les valeurs en particulier les valeurs de responsabilisation, de gestion humaniste, d'éthique, voilà, enfin de choses très concrètes pour moi qui étaient importantes. Je les avais un peu mis de côté en me disant: «Mais quand même, confort matériel, prestige, titre, la totale, hein». Et finalement, il a fallu qu'on se sépare. Alors c'est pas moi qui ai pris la décision, mais je pense que je l'aurais pris à un moment ou à un autre et tant mieux si c'est eux qui l'ont prise à ma place. Donc, en se concentrant sur l'alignement des valeurs, l'exercice que je vous ai proposé peut t'accompagner vers une carrière plus satisfaisante parce que tu peux planifier, peut te dire: «Bah, voilà, comment je vais vouloir évoluer, vers quoi je vais vouloir évoluer parce que c'est mes valeurs qui me guident». Un alignement clair entre tes valeurs et ton travail mène à une plus grande satisfaction et une résilience face aux défis. Il y a une étude de Harvard encore, Business Review, qui démontre que 65 des employés alignés avec ces valeurs déclarent ressentir un bien-être plus durable au travail. Alors, on va finir cet épisode. Hem, l'idée c'est de qu'est-ce qu'on fait avec tout ça maintenant? L'idée, c'est d'adopter une approche flexible et réaliste du bonheur professionnel. Premièrement, ne pas se fixer un idéal inatteignable.
Heu, le concept de job de rêve, ça peut parfois quand même être une illusion, comme je l'ai dit au tout début, hein, avec les réseaux sociaux. Chercher un travail qui coche toutes les cases peut amener à une certaine, frustration et à l'insatisfaction perpétuelle parce qu'on n'y arrive jamais. Au lieu de ça, il faut trouver un travail où il y a un équilibre sain entre compétences, passion et valeurs personnelles. Trouver un équilibre réaliste, c'est pas uniquement la passion qui doit te driver, ou la poursuite d'un métier prestigieux parce que le titre, ça fait joli sur le CV. Mais vraiment, je t'encourage à adopter une approche réaliste en te demandant: «Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu fais de bien? Et qu'est-ce qui est en accord avec tes valeurs?» Vraiment ces 3 axes, hem, ce qui est sous-jacent à l'ikigai, hein, finalement, heu, la passion, quelle tâche dans mon travail me procure du plaisir? Mes compétences, dans quel domaine je me sens compétent et je suis capable de progresser et je suis reconnu comme tel? Et enfin la valeur, c'est la valeur, quelles valeurs personnelles sont alignées avec mon emploi actuel? Le job de rêve est souvent une image statique. La réalité du travail, c'est en constante évolution et c'est comme la vie. Heu, le job de rêve ou la façon dont je peux l'imaginer quand j'ai 20 ans, 30 ans ou 50, c'est pas la même chose. Mes valeurs ont évolué, mon expérience a évolué et donc du coup, cet alignement doit être tout le temps réévalué. Les valeurs et intérêts changent et le travail devrait être capable de s'adapter à ces évolutions personnelles, ou en tout cas, toi, en tant que personne, adapte-toi ou fais évoluer ta carrière professionnelle dans ce sens. Quelque chose, ne la subis pas parce qu'on vient te voir pour une promotion qui peut-être, sur le papier a l'air jolie, mais dans les faits, va pas t'aider à t'épanouir. Donc je t'invite à prendre un moment pour réfléchir à tes attentes professionnelles au-delà de l'image de rêve, du job de rêve. Qu'attends-tu vraiment de ton travail? Note ces 3 aspects, spécifiques que tu apprécies dans ton emploi actuel et 3 éléments que tu aimerais ajuster pour qu'ils correspondent mieux à tes valeurs, par exemple. Hem, heu, action simple, établis une mini routine au travail pour intégrer une valeur clé comme l'autonomie et la créativité. Prends 10 minutes par jour pour planifier tes priorités de manière autonome, si tant est que c'est possible, hein, bien évidemment. Exprime une compétence, utilise tes talents dans une nouvelle initiative, propose un projet qui te tient à cœur et qui va te rapprocher de ce qui compte vraiment pour toi. Hem, dialogue aussi de tes valeurs avec ton chef. Si tu souhaites plus de sens dans ton rôle, encourage un échange honnête avec un manager sur les valeurs et intérêts afin de trouver les moyens de les intégrer. Donc, pour terminer sur une note positive, parce que je suis pas en train de dire que le job de rêve n'existe pas, j'essaye juste de modérer un petit peu l'enthousiasme que certains peuvent avoir. Je rappelle que le bonheur professionnel, c'est un parcours, c'est un voyage, c'est pas une fin en soi. C'est comme le bonheur dans la vie, hein, de toute façon, on est d'accord. Donc je t'invite à revenir régulièrement sur ces réflexions, peut-être réécoute ce podcast, cet épisode, chaque année et parce que ça va t'aider à ajuster, petit pas par petit pas pour créer un emploi pour créer une carrière professionnelle qui va vraiment t'épanouir. Heu, même si c'est pas l'image parfaite du job de rêve qu'on veut bien te vendre, je t'invite vraiment à réfléchir à ça. Donc, je te remercie, d'avoir écouté cet épisode aujourd'hui. Tu vois que on était dans l'ikigai, mais pas tout à fait. Je trouve intéressant d'explorer aussi, d'autres, une voies un peu différentes de ce qui nous ramène finalement à cette notion d'ikigai, de job de rêve, de sens, hein, de ce pourquoi on est fait, mais de manière peut-être plus pragmatique, pour les personnes qui aiment bien ce côté, pragmatique. Et puis on a quand même maintenant pas mal d'études, scientifiques ou sociologiques qui montrent que le bonheur au travail, c'est pas si simple et mais qu'il y a quand même une base solide. Donc je t'encourage évidemment à lire le bouquin de Daniel Pink et les autres références, que je vais mettre dans les commentaires de cet épisode. Voilà, je te remercie, je te retrouve la semaine prochaine et en attendant, prends soin de toi.